Les merveilleuses aventures de Calon par ASP Explorer. Calon est l'île du dieu fou. Chapitre 6, où nos amis déjouent quelques pièges de façon peu orthodoxe. Donc Calon s'approcha, s'accroupit, prit la poignée à deux mains et commença à tirer de toutes ses forces. Il ne fallut guère de temps pour que la pierre cède et se soulève dans un fracas de tonnerre, répandant autour d'elle 1000 cailloux et fragments aigus, ainsi que de considérables quantités d'une poussière sèche et malodorante. Considérant la puissance étonnante de son partenaire, Melgo commença à douter de l'opportunité de l'égorger une fois le trésor trouvé, comme il en avait eu tout d'abord l'intention. Calon regardait maintenant l'orifice carré d'un air bovin. Une volée de marches abruptes taillées dans le roc massif s'enfonçait dans le sol jusqu'à une petite pièce qu'on devinait péniblement à la lueur de la torche. Ce fut lui qui descendit le premier, lentement, attentif au moindre bruit, à la plus petite déclivité, à un quelconque signe qui pourrait trahir la présence d'un piège ou d'un ennemi dissimulé. La cave était basse, voûtée, son sol était de terre battue et sur le mur opposé à l'escalier, les feux dansants de la torche accrochaient les argents d'une porte massive, ornée hélas des mêmes types de dessins que la porte d'entrée. La porte d'argent des amitiés animales, la légende dit qu'elle recèle un piège encore plus dangereux que la première. Ah, fit le barbare avant de bondir sur la porte et d'y donner un grand coup de pied. Elle se brisa en plusieurs endroits, et des morceaux de bois pourris et vermoulus volèrent de l'autre côté dans un long couloir. Melgo examina les débris de la serrure, constatant qu'effectivement le second piège était encore plus subtil que celui qu'il avait déjoué quelques heures auparavant. Puis releva la tête, et ses yeux s'agrandirent d'effroi. Calon, qui s'était avancé dans le couloir, s'apprêtait à marcher sur une dalle légèrement plus grande que les autres, légèrement plus basse, et légèrement mieux taillée. Bien sûr, ses yeux de voleur expérimenté, qualifié, diplômé et prébandé avaient immédiatement repéré le piège, sans doute quelque trappe insondable garnie de pieux barbelés, empoisonnés, explosifs, maudits et rouillés, comme elles le sont toutes. « Ne bouge plus, Calon !»« Hein ?» Et Melgo s'aperçut que sa langue l'avait trahi une seconde fois. Qu'avait-il donc prévenu ce barbare au destin funeste qui l'attendait ? Ce piège, sans doute, l'aurait débarrassé d'un allié, toujours encombrant au moment du partage, et quand bien même aurait-il survécu que Calon n'aurait eu aucun motif de lui en tenir rigueur. Mais il était trop tard maintenant, et le rusé mais pas trop Melgo, ne voulant pas prendre de risques, indiqua le piège à son compagnon d'aventure. Celui-ci, incrédule, voulut faire un essai. Il retourna vers la porte, en arracha un lourd fragment de bois qui pendait encore à un gond, et le lança sur la dalle suspecte. Elle bascula avec le cliquetis d'une mécanique bien huilée, laissant choir le morceau de bois dans une fosse carrée dont on ne voyait pas le fond. Après quelques secondes, on entendit un choc, suivi d'une série d'explosions. Et quelques lamelles de fer oxydé et enduites d'une substance verdâtre et gluante vinrent se ficher en sifflant dans le plafond voûté du couloir. « Wow ! Bien, je crois que ce piège est désamorcé. Continuons, mon ami. » Calon, vaguement conscient d'avoir une dette envers le voleur, décida qu'il était temps de l'impressionner par une performance physique. C'est toujours ainsi qu'il agissait lorsqu'on découvrait la pauvreté de son intellect. Il cherchait à compenser sa faiblesse par un coup d'éclat qui faisait taire les moqueurs, du moins lorsqu'il était présent. C'était une attitude naturelle, inconsciente, mais qui lui avait toujours réussi. La fosse mesurait environ 4 aunes de balle Nesbeth, c'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans pas trop souffreteux aurait pu la franchir sans peine, mais Calon n'en recula pas moins jusqu'à l'ex-porte d'argent des amitiés animales, courut d'une foulée aussi puissante qu'élégante, et d'un bond gracieux autant qu'inutile, enjamba plus du triple de la longueur de l'obstacle. Il retomba lourdement, plutôt content de sa performance,
avant de se retourner, souriant triomphalement à Melgo, qui jugea avisé de féliciter chaudement son compagnon. Il prit à son tour de l'élan et chut de quelques pouces Knébitt au-delà du bord de la trappe. À l'instant où son pied touchait le sol, il sentit que quelque chose clochait. Nul doute que si, dans le calme de la salle d'études de sa guilde, quelques maîtres voleurs retors lui avaient décrit une telle situation, il aurait soupçonné une quelconque rouerie de la part de l'architecte qui avait conçu une si piètre trappe dans un souterrain censé abriter un dieu. Nul doute que si, quelques années auparavant, il avait assisté au cours intitulé « La double trappe de Moghen, principe, usage et histoire », au lieu de courir la gueuse dans les tavernes du Thébain, il aurait réfléchi à 2 fois avant de sauter bêtement à la suite du barbare. Mais c'était trop tard, et la dalle bien cachée sur laquelle il se trouvait basculait maintenant, l'entraînant vers des profondeurs qu'il imaginait lointaines et inhospitalières. Et alors qu'il s'apprêtait à rencontrer Xif, son dieu, après une déplaisante mais courte agonie sur les pieux explosifs, empoisonnés, maudits, barbelés et rouillés qu'il savait trouver en bas, la main puissante et calleuse de Calon l'Éborien agrippa son poignet et le tira prestement du trou, lui déboîtant un peu l'épaule par la même occasion. « Merci, Éborien. Maintenant, nous sommes frères de sang, et si un jour... »« Ouais, » fit le barbare, qui était peu enclin aux serments éternels et virils accolades, habituels en de telles circonstances. Et nos amis, sans échanger d'autres mots, reprirent plus lentement leur progression le long du couloir des peines profondes, Melgo passant en premier avec la torche, attentif à la moindre aspérité de la roche. D'après la légende, la porte d'or des amitiés animales était défendue par une rune magique particulièrement meurtrière, sur laquelle Melgo avait plus ou moins compté pour se débarrasser de Calon. Mais de la porte, il ne restait que quelques échardes humides, des gonds monstrueusement gonflés par la rouille pendant lamentablement dans l'encadrement, et 4 plaques d'acier, polies sur une face et dorées sur l'autre, représentant ce que vous devinez, jonchant lamentablement le sol depuis les éons. La rune, à la longue, avait dû ronger le bois, l'enchanteur ne devant pas être très consciencieux. Derrière feu la porte, le couloir faisait un coude, et nos amis devinaient comme un air lointain, le son d'un flutio aigrelet égrenant quelque étrange mélopée semblant venue de la nuit des temps, de quelque civilisation oubliée, une musique à la fois espiègle et pleine de menaces voilées et hideuses sous-entendues. Un rougeoiement inquiétant émanait de l'endroit dont, après quelques appréhensions, nos amis approchaient. Calon se glissa le long du mur, d'une démarche féline et silencieuse, hésita quelques secondes, puis risqua un rapide coup d'œil. Chapitre 7, où l'on découvre avec horreur l'antre du dieu fou. Dans une grande pièce circulaire, sous une voûte unique et puissante, 4 torches fichées dans les murs éclairaient, ou plutôt soulignaient, les ombres de nombreux objets qui encombraient le sol dallé et poussiéreux. Un autel de pierre pâle, haut comme la moitié d'un homme, représentait un veau monstrueux à 6 pattes et 2 têtes. Le dos de l'animal semblait plus sombre et zébré de minuscules stries. À une corne pendait une forme sombre et velue que Calon souleva. C'était un vêtement de peau de bête humide et infesté de vermine, qui se déchira et tomba par terre dans un bruit mou et écœurant. Diverses pièces d'étoffe, ou ce qui y ressemblait, achevaient de moisir en de multiples petits tas indistincts et dispersés. À l'autre bout de la salle, contre un mur, se dressait un monticule de ce que nos amis préférèrent prendre pour des branchages secs et blancs, parfois recouverts de pièces de cuir noircies. La musique venait apparemment d'une statue de faune dansant et jouant de la flûte de Pan, de la même pierre que l'autel, et qui gisait renversée devant l'entrée. Derrière, le squelette de quelque malheureux gisait, grotesquement affalé sur un coffre éventré, laissant échapper son contenu de pièces d'or, d'argent et de cuivre. Les vêtements du mort étaient depuis longtemps tombés en poussière, et seuls l'arceau et les attaches rouillées de son bouclier attestaient qu'il en avait eu un. Son épée, par contre, avait résisté à l'assaut du temps et à la corruption de ce lieu sinistre. Un miroir, enfin, ovale, massif, plus grand que Calon, encadré d'un support de bronze poli dont les ornements rappelaient sans nul doute ceux des 3 portes, trônait au centre de la pièce, irradiant le maléfice.
Sans plus attendre ni se poser de questions, les deux hommes se précipitèrent vers le coffre avec l'instinct que donnent de longues années de rapine. Melgo balaya le squelette d'un revers de la botte et acheva de briser le bois vermoulu à coups de pied. Puis il s'agenouilla dans le tas de pièces et en jeta des brassées en l'air, riant et poussant des petits cris. « Nous voilà riches, Calon, riches, riches comme des rois, regarde tout cet or !» Calon, quant à lui, était plus sobre dans son triomphe. Il s'était emparé de la lourde épée d'acier poli et la contemplait avec des yeux ronds depuis quelques secondes, la tournant lentement dans ses mains expertes afin d'en admirer tous les reflets subtils. Par instants, la lumière semblait danser non pas à sa surface, mais à l'intérieur même du métal. C'est à ce moment qu'une des cornes du veau à deux têtes se détacha et se fracassa par terre, prévenant providentiellement nos piteux héros du péril qui les menaçait. Le grand miroir émettait une vapeur noire et grasse qui coulait sur le sol, telle une marée immonde venue d'une autre réalité, tandis que la glace se troublait, laissant entrevoir quelques formes encore indistinctes mais qui, en se précisant peu à peu, ne gagnaient guère du point de vue esthétique. Une main ou une patte griffue sortit du miroir et saisit l'encadrement. Une sorte de pied caoutchouteux se posa sur le sol qui se mit immédiatement à grouiller d'une vermine sortie d'on ne sait où. Enfin émergea au bout d'un long cou parcheminé et gangréneux une tête qui semblait issue du croisement d'une limace, d'une mouche et d'un ustensile de bourreau. La créature se dégagea avec peine des flux d'énergie magique qui l'environnaient, s'ébroua en un frisson et tourna sa tête de cauchemar vers Calon et Melgo pétrifiés. Ils se sentirent alors repoussés par une aura de puissance et de malévolence peu commune, à moins que ça ne fût par l'odeur de la bête, qui rappelait assez celle des latrines de la prison de Nolab Hazn, la cité des mendiants après l'épidémie du choléra de 709. Mortels, préparez-vous à affronter votre destin. Trouvez la réponse à mon énigme, et je vous accorde la grâce d'une mort rapide. Ah, et si on ne la trouve pas ? Demanda Melgo en maîtrisant un tremblement. Ninja, venez. Il fallut un certain temps aux deux hommes horrifiés pour comprendre que la créature, dans une tentative pathétique pour singer un comportement humain, riait. Voici l'énigme. Quelle étrange créature suis-je donc, qui le matin marche sur 4 pattes, à midi sur 2, et le soir sur 3. C'est facile, s'écria Melgo soulagé. C'est l'homme qui, au matin de ça... Perdu. Quoi, perdu? Mais c'est la vieille énigme de Deep. Tout le monde la connaît. Je proteste. La réponse correcte était la gerboise crépue du Haut-Médoc. Je vais donc vous dévorer tous deux et vos corps se dissoudront lentement dans mes sucs digestifs, tandis que vos âmes jailliront 1000 siècles durant dans les sombres abîmes de Xntansans. Le monstre se contourna d'écœurante façon et se jeta sur Calon, qui jusque-là était resté pétrifié de terreur. La bête avait opté pour le barbare car il était plus gros, et surtout il n'était pas emmailloté dans des épaisseurs de tissu poisseux et de métal croquant comme les hommes en avaient la détestable habitude. Ces détails ont leur importance quand on n'a rien mangé depuis 140 ans. Donc le monstre rampa vers sa cible apeurée, s'attendant à une victoire rapide sur un aussi piètre bipède, et sourit intérieurement, car extérieurement il n'était pas équipé pour, de le voir lancer sur lui sa seule arme, son épée dans un geste désespéré. Il se dématérialisa, sentit avec délice l'âme lui chatouiller les organes internes, on a les plaisirs qu'on peut, et se rematérialisa pour reprendre son assaut sur le massif primate. Mais un bruit de verre brisé lui rappela un détail horriblement gênant que le goût du sang lui avait fait oublier. Le miroir était derrière lui, et il était assez fragile. Melgo vit le monstre s'agiter, changer de forme, une multitude d'éphémères bubons couvrir sa peau noirâtre avant de crever en autant de gerbes de pus, de liquides organiques divers et de gaz multicolores, tout en émettant des sons suraigus à vous vriller la glande pinéale. Le voleur crut d'abord à une ultime manifestation de puissance de la créature avant l'assaut final, mais lorsque l'atroce hurlement décrut, il dut se rendre à l'évidence.
La chose, sans son miroir, agonisait. Ce n'est qu'après plusieurs minutes, lorsque la bête se fut tue à jamais et que les restes racornis de son corps ne furent qu'une tache aplatie sur le sol, tout juste agitée de petits plops sporadiques, que nos héros se relevèrent, encore passablement hébétés. « Kalon, puissant guerrier, je loue Xyphe mon dieu de t'avoir placé sur ma route et de ne pas avoir fait de moi ton ennemi. Je vois que ta sagesse égale bien ta force, mais comment as-tu fait pour deviner le point faible de cette créature ? Je sais pas. Et en plus, tu es modeste. Ah, je chanterai désormais tes louanges chaque jour que Xyphe me prêtera vie, et dans toutes les tavernes de l'univers. Béni soit le jour où je t'ai rencontré, mon ami. Et donc, Kalon l'Éborien, fils de Lochnar torse nu et de Sémia la Louve, et Melgo de Ptah, fils de deux individus de sexes différents, partagèrent équitablement le trésor du dieu fou, qui se montait à 7 livres d'or, 12 d'argent, 8 de cuivre en monnaies diverses dont la plupart n'avaient plus cours depuis des siècles, quelques menues pierres précieuses et une épée que Kalon emporta et appela doctement l'exterminatrice. Lorsqu'ils sortirent de la tour maléfique, la brume s'était levée et un soleil magnifique éclairait le lac de toute sa force, permettant d'admirer un paysage de toute beauté. Ils empruntèrent la barque de Melgo qui était amarrée au nord de l'île, et ils prirent la direction de la Céligie pour y faire ripaille et y quérir la bagarre. Ainsi se termine la première aventure de Kalon. Mais